Voici l'océan Indien, celui de Vasco de Gama et de la route des épices, celui des boutres et des pirogues à balancier venus de la péninsule arabique. Tempête après marée, les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Europe se sont ici mélangés, domptés par cet océan sauvage, considéré comme le plus périlleux de tous. À La Réunion, île volcanique aux tombants immédiats, cet océan est synonyme de danger. La mer est dure dans le coin. Le pêcheur, s'il n'a pas la passion, le courage et l'envie, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Un univers de déferlante où les attaques de requins ont contraint toute une population à se détourner de leur océan. Moi j'ai peur, ouais, bien sûr. On pense au pire à chaque fois qu'on est dans l'eau. C'est dramatique. À Mayotte, le troisième plus grand atoll fermé du monde, l'océan prend les couleurs translucides d'un lagon azur. Mais ici, c'est l'Afrique et ses croyances animistes, faites de créatures mystérieuses qui génèrent la peur du rivage. Dans nos croyances, les mangroves sont habitées. Mais l'océan Indien, c'est aussi le plus riche écosystème maritime du monde. Un lieu de passage pour les plus grands mammifères marins et un vivier nourricier et bienfaiteur. C'est la fête aujourd'hui, hein? De Mayotte à l'île de la Réunion, l'océan Indien a façonné les hommes et le rapport qu'ils entretiennent avec leur environnement marin. Avec des pêcheurs aux coutumes ancestrales, des ethnologues en quête de récits et de légendes, des océanographes combatifs et déterminés, voici l'océan Indien raconté par ceux qui osent le braver, jusque dans ses profondeurs. L'océan Indien, une immensité de 75 millions de kilomètres carrés. 1/5 de la surface de la Terre. Autrefois, on l'appelait la mer des Indes. Pour partir à la rencontre de cet océan, il faut suivre des pêcheurs intrépides et ne pas hésiter à se mouiller. À La Réunion, ils ne sont plus qu'une poignée à vivre de ce métier. Félix Payette est l'un des plus expérimentés de la côte ouest. Ce jour-là, il veut initier ses 2 fils et quelques-uns de leurs amis à la pêche à la langouste, une pratique traditionnelle à haut risque. Ah, ce soir, c'est l'idéal. Hein. La mer, elle est bonne. Hein. Là, on va s'amuser. La mer est dure dans le coin. Hein. Et quand tu poses les filets, il ne faut pas que la mer soit trop calme. Il faut qu'il y ait la houle. Il faut que ça brasse. C'est là que tu fais des belles pêches. Sur ces récifs, Félix va poser une dizaine de filets accrochés à la roche en travers de la houle. Si les filets tiennent, les crustacés seront pris au piège. Là, il n'y a pas de danger, là. Si tu surveilles bien la mer, la mer t'amène toujours vers la terre. Toujours vers la terre. C'est ça, l'adrénaline. Moi, j'aime ça. Voyons, attention! Accroche-toi! Allez, plonge! À 60 ans, Félix est bien le plus valeureux de la bande. Seul Florian, son fils aîné, ose affronter avec lui les éléments. Celui qui veut venir dans ce métier, et s'il n'a pas la passion, le courage et l'envie, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Hein. Ça y est, les filets sont mis en l'eau. On verra demain matin. Nous retrouverons Félix un peu plus tard, digne descendant de ces hommes valeureux qui ont réussi à s'adapter à cet environnement si sauvage. La Réunion, l'île intense comme on la surnomme, l'est autant sur mer que sur terre. Un concentré d'eau et de feu.
Lorsqu'en 1613, des navigateurs débarquent pour la première fois sur cette île, elle est inhabitée. Ils la décrivent comme un Éden pourvu d'innombrables espèces animales, faciles à attraper. L'île de la Réunion devient un point de ravitaillement idéal sur la route des Indes. Les tortues marines sont si abondantes qu'elles sont capturées et stockées vivantes dans les cales des navires pour servir de garde-manger pour le reste du voyage. En 150 ans, la tortue va quasiment disparaître de l'île de la Réunion. Elle réapparaît de façon artificielle et peu glorieuse en 1977 avec la création de la ferme Corail, un élevage intensif de tortues destiné à la consommation. On la cuisine même dans les cantines scolaires de la Réunion. La ferme Corail, c'était un élevage commercial de tortues, donc les tortues étaient élevées pour commercialiser la viande, pour commercialiser l'écaille, pour commercialiser le cuir, le foie, la graisse. Enfin, on essayait de commercialiser un maximum de produits qui provenaient de ces tortues qui étaient élevées dans les bassins de la ferme Corail. Mais cet élevage est à l'époque très contesté. Le ministère de l'Environnement intervient en 1994. La ferme Corail doit cesser son activité commerciale. Changement de cap à 180 degrés. Stéphane Sissiol, l'ancien salarié de la ferme Corail, propose alors de reconvertir ce lieu en une clinique pour les tortues appelée Kélonia. Aujourd'hui, il est devenu leur protecteur et l'un des meilleurs spécialistes de l'océan Indien. Les tortues que je vais traiter ce matin, c'est ce qu'on appelle des captures accidentelles. C'est des tortues qui sont des tortues carnivores et qui ont mordu sur des appâts qui ont été posés pour pêcher le thon et l'espadon. On les a opérés pour retirer les hameçons. Et puis là, quand elles auront cicatrisé, qu'elles recommenceront à manger et qu'elles prendront du poids, on les relâchera. Alors, Pauline, on la fera en dernier. Donc voilà une jeune tortue kawan là, qui a été opérée. On a dû l'opérer pour lui retirer son hameçon. Et bon, on voit qu'elle a bien récupéré là. Maintenant, elle va faire une petite balination dans ce bac là, pour faire un traitement externe et pour favoriser la cicatrisation des lésions. On voit qu'elle a quelques petites lésions là au niveau des nageoires. Donc ça, c'est quand elle a été récupérée sur le bateau. Elle est restée sur le pont du bateau et elle a dû donner des coups de nageoire et se blesser un petit peu. À Kélonia, il y a en permanence une quarantaine de tortues en convalescence. La plupart des victimes de la pêche. Des soins individualisés, mais aussi un régime alimentaire nominatif. À chaque tortue, son traitement, son repas et ses médicaments soigneusement dissimulés dans la nourriture. Il ne reste plus qu'à repérer les bons malades pour le bon médicament. Pas facile. Le nourrissage est devenu une attraction à Kélonia, dont l'ouverture au public permet de sensibiliser la population réunionnaise à la cause des tortues. Piqûre pour nous endormir, les tortues marines, c'est pareil. Tous les enfants de la Réunion ont d'ailleurs au moins fait une sortie à Kélonia. Et cela commence à porter ses fruits. Les tortues reviennent sur l'île. À la fin du XXe siècle, il n'y avait plus de tortues qui venaient se reproduire à La Réunion. Et grâce au programme de restauration de la végétation littorale qu'on a mis en place au début des années 2000, on a commencé à avoir des femelles. Actuellement, on a 2 femelles qui viennent régulièrement pondre à La Réunion. Alors, c'est que 2 femelles, donc c'est extrêmement fragile, mais c'est quand même un début. Voilà. Et on espère que les enfants de ces 2 femelles, quand ils seront matures, donc au bout de 15-20 ans, reviendront sur les plages de l'île et qu'on va avoir comme ça une population de tortues qui va se reconstituer sur La Réunion. Voilà le premier morceau de plastique de la tortue Lola.
Lola, c'est une tortue qui vient d'arriver. Donc elle a été opérée la semaine dernière. Là, c'est les premières crottes qu'elle fait. Et on commence déjà à retrouver du plastique. Donc tous les matins, en fait, on passe sur le bassin. C'est des plastiques qui flottent. Donc on les récupère à la surface et ça nous permettra de voir la quantité de plastique qu'elle a ingéré. Et donc l'ingestion d'un morceau de plastique comme ça chez une tortue verte ou chez une tortue imbriquée, c'est l'occlusion assurée et la mort de la tortue. Chez les tortues kawan, heureusement, elles ont la capacité à avaler ces morceaux de plastique et à les rejeter. Bon voilà, tous les plastiques qu'on a récupérés. Donc pour Lola, c'est son premier morceau de plastique. Et puis voilà, pour des tortues qui sont arrivées avant Lola. Donc ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est les bouchons de plastique, les bouchons de bouteilles. Donc là, on en a un bleu, là, on en a un vert. Et comme il y a des marques qui sont indiquées sur ces bouchons, ça nous permet de savoir d'où viennent ces déchets plastiques. Donc là, les bouchons bleus comme ça, c'est la marque Aqua, c'est une marque de Danone qui est vendue en Indonésie. Donc ça veut dire que les bouchons consommés par les tortues au large de la Réunion, ils arrivent d'Asie du Sud-Est. Là, on a un autre bouchon. Pendant 15 jours à peu près, elles vont rejeter les plastiques. Ouais. Et puis après, au bout de 15 jours, elles ont purgé leur tube digestif. Et donc après, ça s'arrête. Nous, depuis qu'on a commencé à étudier ces déchets plastiques ingérés par les tortues sur Kélonia, donc en 2007, on s'est aperçu qu'au départ, il y avait 30% des tortues qui étaient concernées. L'année dernière, c'était plus de 95% des tortues qui étaient concernées. Et la quantité de plastique a tendance à augmenter. On a 3 fois plus de plastique en 2018 qu'en 2007. Donc on a vraiment un phénomène qui est en train de se développer et d'empirer. Et les tortues marines ne sont qu'une partie de cette faune marine impactée par les déchets plastiques. La mission de Kélonia ne se limite pas à la clinique. Régulièrement, Stéphane et Bernardin, le responsable soins du centre, partent sur le terrain pour un suivi scientifique du littoral. Et ce n'est pas pour leur déplaire. Donc là, avec Bernardin, au lieu de voir les tortues dans les bassins, on va aller les voir dans la nature. L'océan, les tortues, la plongée. Un univers lointain pour Bernardin qui s'est jeté à l'eau dès les débuts de Kélonia. Pendant longtemps, en fait, j'avais tourné le dos à la mer, mais j'avais mon grand-père qui était pêcheur. Il est parti avec la mer à l'âge de 40 ans. Et effectivement, il y avait cette peur en fait, de ma mère que ses enfants, partent aussi peut-être comme son père. Et notamment ce monsieur-là, le boss qui m'a fait renouer avec la mère. Et puis après, t'appuies ici. D'accord. Normalement, t'as pas de flash, justement. L'objectif du jour, repérer de nouvelles tortues et les photographier afin de mesurer leur taux de fréquentation sur le récif réunionnais. Pour identifier les tortues, Kélonia a mis au point un système de reconnaissance faciale grâce aux écailles et à leurs dessins qui identifient chaque tortue. Un peu comme un code barre. Une photo et l'ordinateur fera le reste. La tortue de mer, c'est un animal, quand on le voit nager, ça a une vraie élégance. C'est un animal qui peut être très rapide. Quand ça décide d'accélérer une tortue, il y a très peu d'animaux marins qui peuvent rivaliser, à part quelques requins rapides ou quelques poissons très rapides. Elles ont la capacité d'aller plonger, pour certaines, jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Elles font des migrations de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Elles vont utiliser des habitats extrêmement différents au cours de leur cycle biologique. Elles vont utiliser les récifs, elles vont utiliser le grand large, elles vont utiliser les estuaires, les mangroves. Elles vont remonter sur les plages pour pondre. Donc c'est des animaux qui ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez exceptionnelle.
Et c'est ça qui fait que ça fait 110 millions d'années que les tortues sont en mer, quoi. On a vu qu'elles utilisaient le magnétisme terrestre, puis après on a vu qu'elles utilisaient aussi la lumière. Maintenant on sait qu'elles utilisent l'odeur. Quand elles montent respirer, qu'elles sentent les odeurs qui se déplacent à la surface de l'océan. À chaque fois on trouve des choses assez surprenantes chez ces tortues. Les tortues jouent un rôle de premier plan dans le maintien des écosystèmes et la richesse de la biodiversité en mangeant les espèces invasives comme les méduses. Là où il y a des tortues, le lagon est magnifique, disent les plongeurs. J'ai dit, ça fait du bien d'être sous l'eau, là. Avoir 15 ou 20 mètres d'eau sur soi, là, c'est... Parce qu'on a vu que 2 tortues, mais sinon c'était quand même une belle plongée. On a vu des raies, on a vu des balistes, on a vu pas mal de poissons. Et une toute petite tortue, donc c'est peut-être une nouvelle celle-là. Il va falloir qu'on regarde ça. On va voir si on la connaît déjà ou pas. C'est toujours intéressant de trouver des nouvelles tortues parce que ça montre qu'il y a un recrutement qui continue à se faire. Le problème maintenant, c'est de faire que les populations se renouvellent. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des tortues qui puissent venir pondre sur les plages. Et donc il faut qu'il y ait des plages favorables. Il y a 800 000 habitants, presque 900 000 habitants à La Réunion. Donc beaucoup de monde sur le littoral. Il faut arriver à garder quelques plages où les conditions pour que les tortues viennent se reproduire soient réunies. Donc c'est un peu ça le challenge, c'est de faire accepter que sur quelques plages, voilà, il y ait certaines activités, notamment la nuit, qui ne soient pas autorisées pour que les tortues puissent monter pondre tranquillement. Retour à Kélonia pour une chasse à la tortue un peu étrange. Elle repart là-bas? Elle repart. Allez dans l'angle. Elle ne le sait pas encore, mais c'est pour la bonne cause. Là, oui. Yes. Donc là, c'est Tikaf, c'est une tortue kawan qui a été capturée accidentellement par un palangrier. On a dû opérer pour lui enlever l'hameçon et qui maintenant est prête à regagner la mer. Donc les paramètres sanguins sont bons, la cicatrisation est bonne. Et on a donc 80 cm. Le poids, 58 kg. Elle n'est pas encore atteinte sa maturité sexuelle, mais enfin, c'est déjà une tortue de bonne taille. Et puis on va pouvoir l'équiper d'une balise. C'est bon? Elle va nous délivrer une partie des secrets des migrations des tortues kawan dans l'océan Indien. Non seulement on va savoir quels sont ses déplacements, mais on va avoir ses profils de plongée et on va avoir les paramètres environnementaux sur la tranche d'eau qu'elle va utiliser. Et les tortues font partie de ces animaux qui vont permettre aux scientifiques justement d'avoir des informations sur des tranches d'eau importantes puisqu'elle va plonger jusqu'à 250 mètres de profondeur. Donc on va avoir les variations de température sur la masse d'eau. Et ça nous intéresse, nous, en tant que biologistes, mais ça intéresse aussi les météorologues parce que ça va permettre de vraiment comprendre la formation et le développement des cyclones avec des régimes de moussons qui sont quand même très spécifiques au contexte océanographique de l'océan Indien, en plus des informations sur la biologie de la tortue. C'est le grand jour. Tikaf va retrouver la liberté. Et comme à chaque fois pour un tel événement, une classe scolaire est invitée à parrainer la tortue et à revégétaliser la plage. Nous, qu'est-ce qu'on a envie pour qu'elles veuillent revenir pondre? Il faut qu'on améliore les plages. Comment est-ce qu'on peut améliorer les plages? En plantant des arbres. En plantant des arbres, oui. En enlevant les déchets. En enlevant les déchets. Vas-y. Tant qu'on reste au-dessus du trou et on le met dans le fond. La reine du jour arrive enfin. Depuis les débuts de Kélonia en 2007, plus de 300 tortues ont ainsi été relâchées, la moitié équipée de balises. Donc on vous présente Tikaf. C'est une tortue qui doit avoir à peu près 12 à 15 ans. Elle est plus vieille que vous. Elle a été un petit peu blessée, mais là, ça y est, c'est en train de cicatriser. Allez, Tikaf.
Il y a 30 ans, les enfants de la Réunion mangeaient de la tortue à la cantine. Aujourd'hui, ils plantent des veloutiers et relâchent des tortues dans la mer. Ça y est, bravo! Une révolution à laquelle Kélonia n'est certainement pas étrangère. Tikaf devrait prendre la direction du nord. Beaucoup migrent vers les côtes du sultanat d'Oman, où elles pondent. À moins qu'elles ne contournent Madagascar et rejoignent Mayotte, le 3e plus grand lagon fermé du monde, un véritable paradis pour les tortues. Ici, elles seraient plus de 10 000 chaque année à venir déposer leurs œufs. Tandis que d'autres y séjournent pour faire le plein de protéines avant de repartir en migration. Cette faune marine exceptionnelle est ici sous haute surveillance. Pour compter le nombre de tortues qui viennent pondre sur les plages, rien de tel qu'un suivi aérien. Aujourd'hui, on a de belles conditions météo là. En 2 heures de vol, Yann, qui travaille pour le parc naturel marin de Mayotte, va grâce à Karim pouvoir faire le tour de l'île et repérer toutes les traces que les tortues ont laissées durant la nuit. Tu maintiens une altitude moyenne comme ça, avec ton zoom, ça devrait le faire. Tu me dis si tu veux que je descende plus bas, d'accord? Attends, mais je vais essayer de prendre des photos, là, je vois des traces là. Bah là, on peut descendre un peu plus bas, donc je vais descendre à 500 pieds. Ok. Et il y a une trace de tortue, on s'attend pas à en trouver forcément sur ce type de plage. Ouais, ok, bon, là c'est bon. Ouais, non, là il n'y a rien. Et on arrive donc là sur les plages de Sagilé, c'est vraiment le sanctuaire des pontes de tortues. Ensuite, donc là il y a au moins 4 tortues qui sont venues se reproduire. Seules les femelles montent sur la plage. Une trace pour monter et une autre pour redescendre. S'il en manque une, c'est qu'il y a eu un problème, en général, du braconnage. Au sol, sur l'une des plages très exposées au risque de braconnage, Cléa prend le relais pour lire dans le sable l'activité des tortues et s'assurer que tout est normal. Ah, il y a pas mal de traces là aussi. Hein. Et beaucoup de sorties, de montées, d'allers-retours. Une trace fraîche, un peu moins fraîche. Ah, il y en a une beaucoup plus fraîche ici, là. Du coup, elle vient de là. Elle s'est baladée parmi les rochers. Ah. Là, et puis elle a déterré un nid, là, apparemment. Du coup, on a un individu qui est à l'arrivée de là pour commencer à pondre. Donc du coup, elle a commencé à creuser, sauf qu'elle est tombée sur un nid. Elle a déterré les œufs qui étaient déjà présents dans le sable. Donc malheureusement, elle nous a fait un peu une omelette d'œufs. Alors là, tu vois, il y a la coquille de l'œuf là-bas. On voit bien la coquille d'œuf. Moya, c'est vrai qu'il y a beaucoup de montées, donc beaucoup de pontes. Et puis du coup, malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et puis des fois, ils tentent quand même leur chance. Et puis malheureusement, ça veut dire une ponte de perdu quand même. C'est vrai que c'est un peu rageant. Mais à Mayotte, il faut savoir que la plus grosse pression anthropique qui s'exerce sur les populations de tortues marines, ça reste le braconnage. C'est vrai qu'il y a au moins une tortue par jour de braconnée à Mayotte. Et voici les résultats du braconnage, un véritable fléau. Surtout lorsque l'on sait que sur 1000 œufs, une seule tortue parviendra à l'âge adulte. Un préjudice pour l'écosystème du lagon réputé dans le monde de la plongée pour son exceptionnelle richesse. Un véritable paradis pour les plongeurs. C'est grâce à cette double barrière corallienne que Mayotte est restée la plus inaccessible aux grands navires de toutes les îles des Comores. Ce sont les boutres à fond souple ou les pirogues à balancier Ngalawa venues du sultanat de Zanzibar
qui ont peuplé et islamisé l'archipel dès le 8e siècle. Héritier de cette histoire, Airami est l'un des derniers pêcheurs à fabriquer lui-même ces pirogues qui sillonnent tout l'océan Indien, de Madagascar à l'Indonésie. Autrefois, elles étaient creusées dans un seul et même tronc d'arbre, mais la nécessaire protection de la forêt interdit désormais à Mayotte de couper du bois. Airami a dû se familiariser avec la fibre de verre. Celui-ci, je l'ai bientôt fini. Et après, je dois en faire encore un autre. Ça va me faire gagner peut-être 500 €. Mais c'est bien aussi en fibre de verre. C'est pas trop difficile. Airami ne travaille jamais très longtemps. Il fait ça à son rythme. Il préfère aller naviguer dans le lagon. Et partir avec lui, c'est voyager dans le temps. Ce temps où la pêche n'était pas considérée comme un vrai métier, juste un moyen de survie. D'ailleurs, Airami utilisait son bateau d'un autre âge pour faire un tout autre métier. Moi, j'ai commencé à pêcher à 14-15 ans, avec mon père et mon frère. On pêchait, mais on faisait aussi le taxi. On amenait les gens de l'autre côté de la baie, là où il y avait déjà la route. Mais on a arrêté vers 1990, quelque chose comme ça. Le voyage pour une personne, on le faisait payer juste 1 franc. Mais avec la route et les voitures, ce machin-là était devenu trop vieux. Comme moi d'ailleurs, un peu fatigué. On est vieux. C'est vieux. La voile, là, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est la voile. C'est moi qui l'ai faite, avec mes mains. Comme ça. C'est la voile. Mais la voile... En fait, cette voile, tu vois, c'est un drap de maison. Un drap pour dormir. Mais il était un peu fatigué, un peu déchiré. Alors j'en ai fait une voile. Eh oui. On attache la voile comme ça. On attache comme ça, alors là. Alors ça va? Alhamdoulilah. Hier là, on était à la pêche. Est-ce que tu avais beaucoup de poissons ou Ah oui, j'ai bien pêché l'autre fois. Alors aujourd'hui, on va retourner. Non, ça ne me dit rien ton bateau. Pas de bateau, non. Mon ami veut y aller. Mais il y a beaucoup de bateaux. Tu peux prendre ma pirogue là. Pour aller, on sera ensemble. Il préfère d'aller avec sa pirogue et la voile et les pagaies. Et de toute façon, il a l'habitude déjà. Parce qu'il n'a pas commencé aujourd'hui, mais il a commencé depuis avant, il a déjà l'habitude. Il met le voile là, s'il y a un peu du vent, ils mettent de voile. S'il n'y a pas du vent, ils paguent. Bon allez, pousse-toi un peu là. Il faut que je mette le mât. Lada est à la fois son oncle, son ami et son partenaire d'équipage. Inséparables quand ils doivent partir en mer, mais jamais d'accord sur l'endroit où ils veulent pêcher. Mais il y avait beaucoup de poissons, beaucoup. Mais maintenant, il n'y en a pas. Je ne sais pas parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde à Mayotte. C'est pourquoi il y avait beaucoup de poissons. Et après, on ne le vend pas.
Mais on pêche seulement que de quoi manger à la maison. Tu amènes ça chez ta maman, tu amènes ça chez ma soeur, tu amènes ça, ils le partagent seulement. Mais aujourd'hui, quand tu pêches une petite poisson comme ça, moi je dis, oui, j'ai 7 € là, le kilo. On cherche de l'argent. Et après, on a raison parce que maintenant, on pêche avec du moteur. On achète de l'essence, on achète de l'huile, on achète tout. C'est pourquoi c'est pas comme avant. Avant, il y avait beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Il y a des poissons encore. On va quand même essayer de pêcher un peu de poissons. Mais c'est vrai, le lagon a changé. Parfois, il nous arrive de rentrer à la maison en bredouille. Dans la maison. Ça, t'as mis. Les pêcheurs mahorais s'aventurent rarement au-delà de la barrière de corail. Ils pêchent le plus souvent ainsi, la ligne à la main, à l'intérieur du lagon. Ici, leur océan Indien ressemble davantage à un lac paisible. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas faim. Ou alors ils dorment dessous. Je crois. Il y a certains jeunes qui me disent « Amène-moi à la pêche ». Je l'amène à la pêche. S'il a fait une seule fois, il ne retourne jamais. Moi, je ne peux pas faire ça. De rester dans une barque comme ça ou dans une pirogue comme ça jusqu'à le matin. Mais moi, je fais que ça. En maoré, on appelle ce poisson kawa. En France, on dit karang. Ah oui, c'est pas mal parce qu'il y a des gens qui mangent bien ça, qui aiment bien ça. Ouais. Une petite raie mora et une carangue, il n'en faut pas davantage à Lada et Aérami pour sonner le rappel. Ils rentrent satisfaits de leur prise. Je trouve ça. Avec ces deux poissons, je suis très content. Celui-ci, on va le manger, et l'autre, le plus gros, je vais le vendre. Eh oui. Qu'il est amoureux avec la mer, avec les traditions, avec des petites pirogues là jusqu'à maintenant. Il tient vraiment les traditions. Je l'aime trop. C'est lui le flotteur. Moi, je suis la coque. Parce que c'est lui qui me guide. À Mayotte, la pêche est surtout une activité d'appoint, rarement un vrai métier. On compterait près de 1300 petits pêcheurs sur l'île. Mais la pêche n'est pas l'apanage des hommes valeureux. À Chiconi, les femmes aussi aiment le poisson. Et pas seulement pour en révéler les saveurs. Car ici, hommes et femmes se sont toujours entendus pour se partager leur océan Indien. On parle toujours de la pêche. Là, on parle toujours de la pêche. Aujourd'hui, on ne parle que de la pêche. Pas autre chose. Les hommes, ils pêchent beaucoup plus que nous. Ils vont très loin. Et là-bas, peut-être qu'il y a beaucoup de poissons. Je n'ai jamais fait ça et puis ça me fait peur d'aller là, jusqu'à là-bas. Avec beaucoup de mer, beaucoup de poissons, grands poissons qui sont là-bas, de requins, de tout. Ça me fait peur. Je ne sais pas nager de là-bas jusqu'à ici. Mais là, je peux nager. Aux hommes le large, aux femmes le rivage. Et quand Zaïleta sent le poisson arriver, il n'y a pas une minute à perdre. On est
de maquillage parce qu'il y a trop de soleil là-bas. Si on met de maquillage, on va souffrir avec le soleil. Alors on met ça pour protéger notre peau, quoi. Ici, on appelle ça la pêche à la jarifa. C'est le nom de ce tissu. En fait, il s'agit d'une moustiquaire reconditionnée en filet. Pendant plusieurs heures, entre marée montante et marée descendante, les femmes traquent le poisson et tentent de le rabattre dans ses voiles. Une danse entre ciel et mer, pour l'instant infructueuse. Zaylata s'agace un peu. Il y a un poisson qui est là. Je suis inquiète parce qu'on ne trouve pas de poisson. Et moi, j'ai besoin de poisson et j'ai envie de le trouver. C'est très difficile. 7, 8. C'est la moitié des sardines. C'est la même famille de sardines. Ça, c'est pas bon parce qu'on ne trouve pas, il n'y a pas assez de poisson. Il n'y a rien du tout. Je me profite de me baigner. Hein. S'il n'y a pas de poisson, je me baigne. Moi, j'aime bien faire la pêche au jarifa parce que je fais 3 choses en même temps. Je fais la pêche, et puis je fais du sport en même temps, et je me baigne. Il n'y a rien là-dedans. Ça nous donne aussi de la fatigue si on ne trouve pas. Mais si on trouve, on a du courage. Mais à la jarifa, l'union fait souvent la force. Un nouveau groupe de femmes arrive avec des jarifas supplémentaires. De quoi colmater les brèches. Le poisson, cette fois-ci, ne pourra plus s'échapper. Oui, va là-bas, d'abord. Ou bien tu prends ici. Zayleta retrouve son sourire. Et ce n'est qu'un début. Le poisson va entrer dans la danse. Maintenant, ça marche bien. Tiens. C'est bon là? C'est bon, oui. On a eu. On a eu un petit peu. On est heureuse. Hein? La pêche est si miraculeuse que les femmes ont du mal à ramener leur prise jusqu'à la berge. Plus de 100 kilos de poissons. La nouvelle se répand aussitôt à Chiconi. Les hommes en seraient presque jaloux. C'est mieux que les hommes. On a fait le cercle et les autres ont tapé l'eau comme ça, guah, guah. Et puis on a soulevé le voile là. On a eu beaucoup dedans. On a dit, oh, c'est la fête aujourd'hui, hein? C'est la fête de poisson. Aujourd'hui, la fête de poisson, on a eu beaucoup. Je suis heureuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu comme ça. Hein. Là, je suis heureuse.
je vais me régaler avec des poissons chez moi aujourd'hui. Hein. Sur l'île de Mayotte, comme dans toutes les Comores, les pêcheuses et les pêcheurs sont considérés comme des braves. Car ici, la mer est, d'après les croyances, habitée par des êtres surnaturels. Hidaya Chakrina travaille pour le service culturel de Mayotte. Et elle mène l'enquête auprès des pêcheurs pour enregistrer tous ces récits que véhicule la tradition orale. De drôles d'histoires dans lesquelles l'animisme venu d'Afrique s'accommode des djinns présents dans la religion musulmane. Les passages de requins ou de quoi que ce soit, même les baleines, ils ne sont pas là. On ne les voit jamais ici, on les voit derrière. Entre monde fantastique et monde réel, l'ethnologue navigue en eau trouble. Et cela en dit long sur le rapport que les Mahorais entretiennent avec leur océan. Donc là, on arrive chez Monsieur Charaf. Odi, papa, oui. Ça... Hidaya enregistre cette mémoire collective et cherche ici à Saada à en savoir un peu plus sur le récit de ce vieux pêcheur. Est-ce que tu as déjà croisé des djinns de feu? Parce qu'on entend parler de ces djinns qui apparaissent soudainement en pleine mer. Oui, mais tu ne vois pas son visage. Tu ne vois pas son visage. Comment tu sais qu'ils sont là alors? Ah, tu es là tout de suite, tu entends Kwezi. Quand tu écoutes bien, tu entends vraiment que ce n'est pas un homme. Oui. Tu entends que c'est des djinns. Parfois, vous allez avec votre pirogue, un grand feu s'allume devant vous. Pour aller, là, il veut aller vous chavirer à la barrière. Et toi, tu n'as pas peur? Ah, je n'ai pas eu peur. Je respecte ce en quoi les gens croient. Nous ne sommes pas obligés de partager cette croyance, mais nous savons qu'elle existe, qu'elle est réelle et que pour des personnes comme M. Charaf, cela fait partie du quotidien et de sa réalité. Mais pour Hidaya, il y a plus troublant encore. Des témoignages collectifs. Ici, c'est tout un village qui s'est privé de son paysage, de son océan. Une histoire que connaît particulièrement bien Hidaya. Alors ici, on est sur le littoral de Tsingoni, ma commune de naissance. Et ça, en fait, c'est un endroit où je ne suis pas venue depuis déjà presque 25 ans. C'est un lieu qui signifie beaucoup pour moi ainsi que pour le reste des villageois parce qu'il y a eu des drames qui se sont déroulés ici il y a quelques années. Il y a eu des noyades d'enfants, de jeunes à cet endroit et les corps qui ont été retrouvés sans vie étaient des corps complètement vidés de leur sang. Et depuis, c'est un endroit qui fait l'objet d'une interdiction de baignade au sein de toute la commune. Les corps étaient bien réels, donc il y a réellement eu un problème à cet endroit-là. Allez, on y va. Hidaya n'avait jamais osé revenir ici depuis. Enfant, elle imaginait, comme tous ses camarades, qu'il y avait dans cette baie des monstres marins suceurs de sang. Les habitants du village se sont détournés de cet endroit. C'est un endroit qui est, on va dire, laissé à l'abandon.
préfère m'arrêter là. Là, je ne me vois pas en train de mettre les pieds dans l'eau à cet endroit-là. Impossible pour moi de franchir cette limite. En restant là où c'est pas mouillé, oui. Mais de ce côté-ci, non, je ne me sentirais pas à l'aise. Je ne sais pas s'il y a des esprits à cet endroit. Ce que je sais, c'est que dans nos croyances, les mangroves sont habitées, notamment par les Wanaïsa. Je les assimile à des lutins par rapport à leur petite taille, leur longue chevelure et une force extraordinaire. Donc il y a d'un côté la mangrove, hein, et puis de l'autre côté, il y a la mer, théâtre de ces disparitions d'enfants. Et donc c'est des visions assez macabres en fait, hein, qui sont décrites d'un lieu à l'autre. Des indices, des recoupements. L'ethnologue va en trouver un peu plus au sud, vers Antanabe, un village en bordure de cette mangrove où il y aurait eu le même genre de disparition, avec les mêmes symptômes, relatés ici avec plus de détails par ce témoin oculaire. Cela s'est passé là-bas, dans ce coin de mangrove. Il y a eu 3 victimes. C'était une sorte de raie. Elle a entraîné les malheureux dans l'eau et les a complètement paralysés. Elle a ensuite aspiré leur sang par le nez, par la bouche et par leurs yeux qui étaient complètement arrachés. Donc il y a un aspect un peu vampirique de l'animal. Et l'animal, tu l'as vu toi? Oui, j'en ai déjà vu un, mais un petit. Qu'est-ce qu'il y a? Il en a déjà vu, mais plutôt les petits, plus jeunes en fait. C'est décrit comme des raies. On a là une rencontre très intéressante, très riche, puisque cette rencontre permet de faire un croisement de différents récits de traditions orales que l'on retrouve dans d'autres villages, notamment à Chekoni ou à Tingoni. La mer est un lieu ou un espace qui est utilisé dans la culture animiste. Et finalement, en creusant les choses, en continuant à essayer de comprendre de l'intérieur la culture mahoraise, on se rend compte que ces éléments de croyance font partie intégrante du réel, du maoré. Avec toutes ces croyances, il n'est pas surprenant à Mayotte de voir si peu d'enfants s'aventurer au bord de l'eau. La plupart ne savent pas nager. Un véritable défi pour les professeurs d'éducation physique qui doivent combattre ces peurs et ces appréhensions. Ok, attendez, laissez d'abord le paddle ici. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Asseyez-vous sur votre paddle avec votre groupe. C'est quoi les dangers de la mer? Ouais, si on ne sait pas nager, c'est dangereux, on peut se noyer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de dangereux aussi? Que là, il n'y a pas, mais que des fois, il y a. Les vagues. Ouais, à vous. Là, ils ont l'air à l'aise, ils ont l'air de s'amuser, etc. Mais ils restent au bord. C'est très, très rare de voir des locaux sur des îlots, en sortie bateau, loin. Il y a beaucoup de croyances. Les familles leur font peur, surtout notamment aux filles. Ils leur disent que la plage, c'est dangereux, tu sais pas nager, tu peux mourir. Ils leur disent des trucs comme ça. Ils leur disent qu'il y a des esprits. Et donc, par nous, par le paddle, par le kayak, on essaye de leur montrer que la mer, ça peut être un espace vraiment ludique. Mais ouais, ils ont peur de l'eau. OK. Celui qui me ramasse le plus de sacs, c'est l'équipe qui gagne, OK? Ramasser les déchets. Les enfants connaissent le rituel. Cela fait désormais partie de ces sorties scolaires. Dans les traditions, ce qui est maléfique doit être englouti dans la mer. Là, il y a beaucoup, là. Résultat, ici, tous les surplus de la consommation finissent dans la mangrove. Au milieu de ces immondices, l'espoir vient des enfants. Il y a des poubelles pour les mettre et pourquoi ne pas les mettre? Et il y a aussi des poubelles de tri pour trier
les déchets, mais les gens s'en fichent des poubelles et ils jettent par terre. Pourquoi? Et si on les jette sur la plage, ça va tuer les poissons et ça va construire des gaz dans l'eau et puis ça va provoquer une tsunami. Retour sur l'île de la Réunion, où ici ce n'est pas la peur de l'océan ou des djinns qui condamnent toute une population à se détourner de son océan, mais la peur du requin. Le requin bulldog. Un sujet très sensible sur l'île. Aujourd'hui, l'île de la Réunion est l'endroit du globe où les attaques de requins sont les plus nombreuses. 24 depuis 2011, dont 11 mortels, un record. À la Réunion, on parle désormais de crise requin. Le prédateur a ici repoussé tout le monde sur le sable et concentré toutes les activités nautiques sur l'étroit lagon de l'île de la Réunion. En dehors de ce corridor de liberté, seuls quelques bouts de plage sont sécurisés par des filets infranchissables. Une piscine en plein océan, une île privée de baignade, un comble. Car surfer est désormais interdit sur l'île de la Réunion, qui concentre quelques-uns des plus beaux spots de la planète. Accros à leur passion, certains ne peuvent s'en priver. En situation illégale et conscients du danger, ils surfent à leurs risques et périls. Si on pense à tous les risques qu'il y a derrière, ben on fait rien. On ne peut pas résister. Une vague, on voit la mer, on voit la vague, on est attiré, on ne peut pas résister. Ah, regarde ça. Ah, c'est excellent ça. Quelle est la raison de ces attaques de requins? Et puis combien sont-ils? Comment les arrêter? Depuis 3 ans, le centre sécurité requin, créé pour mettre un terme à cette crise, ne ménage pas ses efforts. Éric Waro est en première ligne. Plongeur, apnéiste, scaphandrier, Éric connaît les fonds de la Réunion comme personne. Mais sur le requin bulldog, lui aussi s'interroge. La crise requin, elle est multifactorielle. Et si on avait compris, on aurait déjà la solution. C'est pas super clair là. Pour régler la crise, il faut analyser les comportements des squales, évaluer leur nombre et voir ce qui pourrait leur rendre le littoral inaccessible. C'est l'objectif de cette sortie en mer quasi quotidienne. La brousse, donc ça c'est notre système de caméra à pâté, donc qui nous permet d'avoir une durée d'observation entre 4 et 8 heures. On sait que ça marche, on sait qu'un requin qui est dans la zone, quoi qu'il arrive, passera devant notre caméra. Donc un bulldog est un requin assez difficile à voir sous l'eau. C'est un animal qui est assez furtif, qui aime bien les eaux troubles, assez opportuniste, qui peut avoir une attaque foudroyante. Voilà. Donc là, on n'a pas avec de la sardine. Ça va nous faire un petit côté attractif pendant 2-3 heures. Pas qu'on ait trop. 18,3. Ok, si on a 20. On va aller checker en apnée. Je vais aller faire une petite plongée dessus. Juste regarder si elle est bien posée. Éric plonge en apnée dans une eau trouble. Un terrain de chasse idéal pour le requin bulldog. À La Réunion, aucune attaque de requin sur un plongeur n'est à déplorer. Mais chacun retient son souffle.
Quand je me mets à l'eau, non, je pense pas du tout au risque requin. Je fais ce que j'ai à faire dans l'eau. Et non, j'ai pas cette psychose du requin. Elle n'est pas en moi. C'est pas arrivé à moi, non. C'est bon, elle est bien placée? Ouais, c'est bon, genre, elle est super bien placée là. Elle est bien orientée, bien posée. Parfait. Allez, on peut aller contrôler SSB. Le SSB, c'est ce dispositif étrange que teste le Centre Sécurité Requin. Un champ électromagnétique qui, une fois disposé en barrière, pourrait repousser les squales au-delà des zones d'activité nautique. Une nouvelle fois, Eric est mis à contribution pour vérifier l'état des installations après une série de fortes tempêtes. Pour l'instant, malgré les appâts, aucun requin n'a pu franchir cette enceinte. Tout ce qui se fait dans le monde est testé ici. L'île de la Réunion est devenue un véritable laboratoire de la lutte contre les attaques de requins. Le dispositif là, comment c'est, ça tient? Ouais, parfait, il n'y a rien qu'à bouger là. On va pouvoir commencer la phase test avec le sonar. Ok, super. On a vraiment du mal à les observer, hein. Donc on va passer sur une deuxième phase où on va tester un sonar en plus des caméras qui va nous permettre donc d'évaluer les possibles présences de requins la nuit. Au centre, Eric passe des heures à scruter la présence de requins sur les enregistrements. Là, on a un requin marteau à licorne. Donc là, celui-là est très agressif. Là, sur le... On sent qu'il est en chasse. Hein. Il est un petit peu... Voilà. Sur un autre fond, un peu plus rocailleux cette fois. Presque 500 heures d'images en moins d'un an. Et s'il n'est pas rare de voir des requins marteaux, le requin bulldog se fait bien plus discret. Alors oui, on a des images de bulldog, voilà, très furtif. Dans de l'eau assez sale, là, on voit vraiment, on reconnaît bien le milieu du requin bulldog. Voilà, de l'eau saumâtre et hop, un petit passage furtif. On a mis un autre passage d'un requin. Voilà. C'est très très difficile à observer. Ça fait, depuis le mois de novembre, on a 3 observations. C'est un requin très très méfiant. Quand même une particularité quand même de ce requin qui ne rend pas les études faciles. On n'a aucune notion de la population de requins bulldog à La Réunion. Aucune. Donc voilà, là, quand on a une mâchoire ici de requin bulldog, on voit bien la différence. Hein. On voit un requin de même taille, un requin tigre de même taille. Hein. Le requin tigre faisait 2,70 m et le requin bulldog 2,80 m. On voit quand même une différence impressionnante, beaucoup moins puissante, hein, la mâchoire du requin tigre. Donc requin bulldog, vraiment un animal assez redoutable, quoi. Voilà. Beaucoup plus redoutable que le requin tigre en tout cas. Et on avance, comme on dit en créole, tipa tipa. On avance, voilà, tilampe tilampe. On va y arriver, quoi. Voilà, on va y arriver. Et le but, c'est que justement que l'océan redevienne accessible à tous, en toute sécurité. Et c'est le cas ce jour-là sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. Nostalgie, les Beach Boys sont de retour. Cela fait longtemps que l'on n'a pas vu ici autant de surfeurs à l'eau. Grâce à un énorme dispositif de vigie, d'embarcations d'hommes-grenouilles munis d'arbalètes et de scooters des mers, les surfeurs ont le droit exceptionnel ce jour-là de remonter sur leurs planches. Non, moi je vais pas à cause de ça, les requins, ça me fait trop flipper. Après, avec tous les morts là... Non, ça fait toujours un peu peur, mais moi j'essaye de pas forcément toujours y penser. Et après, on s'amuse tout ce qu'on peut. C'est en mémoire de son fils Elio, petit prince du surf arraché à la vie à 13 ans, que Giovanni Canestri a organisé cette Elio Surf Challenge. C'est génial, hein? Ça fait plaisir de voir ça. Hein? Salut ma chérie. Voilà une petite surfeuse en herbe.
Ouais, c'est pour ça qu'on se bat. Ça va? C'est génial, hein. Quand ça se passe bien comme ça, j'ai toujours l'impression d'y voir une main divine avec tous ceux qui nous ont quittés. De dire, voilà, on fait les trucs, quoi. Ouais, moi j'ai peur, ouais, bien sûr. On pense au pire à chaque fois qu'on est dans l'eau. C'est dramatique. On est à 30 mètres du bord. C'est pas normal. Le requin, il a le droit d'être dans l'océan. On n'est pas contre la vie de ce poisson-là. Au contraire, nous, à la base, on est tous des écolos. Mais c'est juste qu'il n'a pas sa place à 30 mètres du bord. C'est tout. Sincèrement, quand t'es jeune comme ça et que ça arrive à un de tes potes, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Je peux pas. La dernière fois que je suis allé surfer, j'étais rassuré, mais à moitié, parce qu'il y avait beaucoup de gars à l'eau. Mais même, je suis pas resté longtemps, je suis resté peut-être 10 minutes max. Ça fait peur. Je me sens pas en sécurité ici. Sincèrement, pour le surf, je me sens pas en sécurité. Vraiment pas. J'ai un pincement au cœur à chaque fois que je vois des surfeurs sur ces spots parce que j'ai toujours l'impression que je vais voir mon fils se lever sur sa planche. Donc c'est difficile, mais à la fois c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune et que vous avez vécu avec la crise requin, imaginons que vous soyez né en 2005. Depuis tout ce temps, c'est des drames, c'est des mutilés, c'est des morts. Comment voulez-vous que la population réunionnaise, la jeune population réunionnaise, puisse être sensibilisée autrement que par le côté océan égale mort, égale malheur? Alors que c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a eu ces accidents et moi je peux vous en parler, j'ai perdu mon fils. Oui, aujourd'hui c'est dangereux et aujourd'hui c'est interdit. Mais avec de la volonté, je pense qu'on pourrait arriver à retrouver tout ça et que le bonheur qu'ont vécu ces enfants à l'époque, ça redevienne naturellement possible tous les jours. C'est ça l'intérêt. 15 heures. La visibilité sous l'eau ne permet plus d'assurer la sécurité. Les surfeurs vont devoir sortir de l'eau et renoncer à leur art de vivre pour retrouver leur planche de substitution avec laquelle ils sont désormais plus agiles. « 4 heures du matin, Félix, le pêcheur de langoustes. Nous le retrouvons au large, car l'heure est à la pêche au gros. C'est une mer très très dangereuse, c'est très profond. Ça brasse tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est sur une île volcanique. Chez nous, il n'y a pas de plateau continental. Chez nous, c'est profond tout de suite. T'as vu les dauphins, là? T'as vu le dauphin qui arrive juste à côté de nous, là? Les dauphins viennent nous dire bonjour, là. Ils viennent venir porter chance, là. Du moment qu'il ne prend pas mon vif dans la ligne, là-bas. Parce qu'ils sont forts pour ça, hein. Mon arrière-grand-père, mes deux grands-pères, mon père, et à moi, il y a mes deux fils. 5e génération de pêcheurs. Le thon a sondé. Et le thon, il a pris plus de 100 mètres. Il a sondé au moins 100 mètres, là, il est à peu près à 200 mètres de fond, là. C'est pas bon, hein? Pas bravo, là. Non, mais pas le un bon début de pêche. Après, si tu peux pêcher, allez, 5-6 comme ça, la journée, elle est faite. Il fait plus de 30 kilos. Hein. Voilà. C'est là que quand ça a mordu, il faut pas perdre de temps. Il faut y aller tout de suite. À La Réunion, le relief volcanique, l'absence de plateau continental et les profondeurs abyssales n'autorisent que cette pêche artisanale. Des grands fonds qui permettent de pêcher du gros poisson à proximité des côtes. Mais impossible ici de faire du chalut. À La Réunion, c'est des petites unités, moins de 12 mètres. Tu peux faire du filet, tu peux faire de la ligne, tu peux faire de la palangre, des crabes.
Pour s'en sortir, le pêcheur, il faut qu'il fasse de tout. De tout. Il ne faut pas qu'il se cible sur une espèce. Ouais, ça paye l'essence. On a doublé. Là, ça commence à être intéressant. Ah oui, des thons bananes. Un joli thon. Quelques balises. À la cale, au fouet. Il est temps de rentrer. La houle absente le matin se lève à nouveau et pourrait empêcher un retour au petit abricotier d'étang salé. Mais la passe est extrêmement dangereuse. Donc j'attends la vague qu'elle se calme pour rentrer. On attend. Après dès qu'il n'y a plus de vague, on accélère. Faut savoir faire. Franchir la passe, ce chenal étroit à travers le récif corallien, n'est jamais garanti, même aujourd'hui avec un bon moteur. Une déferlante sur le flanc, et c'est le bateau qui se fracasse sur le récif. Retour au calme. Il est temps de faire le bilan sur le ponton d'étang salé. Une 60aine de kilos de poissons. La journée est tout juste rentable. Mais à peine débarqué, Félix n'a qu'une idée en tête. C'est langoustes. Il faudra faire gaffe quand même, les gars. Ça roule. C'est le moment de relever les filets. Et le moyen peut être d'améliorer l'ordinaire. Le premier filet, il y en a une. Ouais. L'honneur est sauf. Avec une moyenne de 3 langoustes par filet, Félix réussit un joli coup. Mais il a peu d'espoir de convaincre la jeune génération de perpétuer cette pratique ancestrale. Ah, là, celle-là, elle est bonne. Belle petite pêche. T'as vu comment elles sont belles? Un seul filet, on a eu 6. Le filet, on a eu 6. Dans l'autre, il y avait 5. Dans l'autre, il y avait 5. Tu vois, ça fait une belle petite pêche. Une 30aine de langoustes, autant de crabes girafes. Félix a changé de casquette pour ce festin 3 étoiles. Le pêcheur, il aime bien pêcher, mais après, il aime bien manger aussi. Hein. Si le pêcheur, il mange que pour vendre, ça n'a pas de sens. Hein. Si tu loupes une étape dans le carré, c'est foutu. Hein. On a appris à pêcher, maintenant on apprend à faire à manger. Donc bientôt on sera complet. Et après, on va apprendre à manger. Un peu de crabe avec. Ouais, mais tout, mais fais un mélange. Fais un mélange. Là, c'est un mets de choix. Là, hein. Dans le temps, le pêcheur, quand il allait pêcher la langouste, c'est pour vendre. C'est pour gagner sa vie. Et aujourd'hui, ça, c'est une tradition. C'est juste pour faire plaisir à la famille. Maintenant, on ne peut plus pêcher la langouste pour gagner sa croûte. Hein. Pour bien mélanger tout ça. Et maintenant, ça va être bon. Bon, les mamans, mettez à table. Chacun se lève et se sert. Voilà, bon appétit. Avec une pêche comme ça, aujourd'hui, si là, ils n'ont pas envie d'y retourner, là, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Hein. Hier, à ces heures-ci, les langoustes nageaient encore. Ce soir, je crois qu'on est les seuls chez à manger ça. Ça a l'avantage. Oui, c'est seul, Sauvage? Pas de doute. L'Indien est bien l'océan le plus sauvage de tous.
Mais c'est aussi peut-être là sa chance. Car il lui faudra conserver sa force et son énergie pour combattre les effets de la surpêche industrielle, de la pollution et du réchauffement climatique qui menacent ce paradis de la biodiversité.